Imaginez un président américain qui débarque en Europe comme une rockstar. Sauf que la foule ne crie pas son nom, elle lui crie de dégager. Oui, vous avez bien deviné, Donald Trump. Et cette fois, son escale au Royaume-Uni ressemble moins à une visite d'État qu'à un épisode raté de télé-réalité. Entre manifestations géantes, accueil glacial et diplomatie réduite à un cirque médiatique, l'atterrissage de Trump chez les Britanniques est tout sauf triomphal. Bienvenue dans cette plongée où l'on va décortiquer, avec une bonne dose de satire, ce qui se cache derrière cette visite chaotique de Trump au Royaume-Uni. Car au-delà des drapeaux, des cortèges officiels et des sourires forcés, il y a une réalité bien plus crue, celle d'un président qui croyait marcher sur tapis rouge et qui s'est retrouvé sur un champ de protestation. Dans cette vidéo, nous allons explorer point par point comment Trump a transformé une visite diplomatique en catastrophe diplomatique, économique et politique. Restez jusqu'à la fin, car vous allez voir que ce fiasco ne s'arrête pas aux rues de Londres. Il révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Partie 1. Le coup politique. Quand la Maison-Blanche sort la calculette et le MELD des taxes. A. Le commerce nord-américain. C'est un peu comme un mariage forcé entre deux familles riches. Tout va bien tant que l'argent circule, mais dès qu'un des conjoints décide de cacher la carte bancaire, c'est la guerre. Et cette fois, le mari jaloux s'appelle Donald Trump. Depuis son retour triomphal à la Maison-Blanche, Trump brandit le commerce comme une massue électorale. Fini le ton feutré des diplomates, place à la bonne vieille stratégie du « c'est ma balle ou personne ne joue ». Le président a donc lancé une salve de tarifs, 25% sur pratiquement tout ce qui traverse la frontière nord et 10% sur ce qui coule dans les tuyaux, pétrole et gaz inclus. Évidemment, du côté canadien, l'annonce a fait l'effet d'un hiver glacial en plein mois de juin. Car depuis des décennies, le Canada envoie ses matières premières vers le sud sans trop se poser de questions, un peu comme un voisin sympa qui prête son barbecue chaque week-end. Mais voilà, Washington a décidé que le barbecue, ça se paie. Et pas en petites coupures. Trump a justifié sa manœuvre par le sempiternel refrain « America First ». Selon lui, ces taxes protègent l'emploi américain, restaurent l'industrie et punissent les partenaires trop dépendants de l'économie US. Sauf que, derrière le slogan, la réalité est un peu moins glamour. Les tarifs n'ont pas seulement visé les produits de luxe ou les gadgets électroniques. Ils frappent aussi des secteurs vitaux, du gaz au bois d'œuvre, en passant par l'acier et l'aluminium. Résultat, le prix des matières premières grimpe et les chaînes de production américaines se retrouvent, eh bien, plombées par leurs propres barrières. Mais le génie de Trump ou son cynisme, selon de quel côté de la frontière on se trouve, c'est de transformer une tension commerciale en spectacle électoral. Chaque taxe devient un coup de théâtre. Chaque conférence de presse, un numéro digne de Broadway, « Regardez-moi, je tiens tête au Canada ». Comme si Ottawa était soudain le grand méchant loup. Un loup qui, rappelons-le, fournit au passage l'énergie bon marché qui chauffe des millions de foyers américains. Du côté d'Ottawa, la riposte a été immédiate. Le gouvernement canadien a sorti sa propre boîte à outils. Contre-tarifs, aides ciblées aux entreprises locales et discours musclés sur la souveraineté économique. Mais soyons honnêtes, dans ce bras de fer, le Canada joue David contre Goliath, sauf que David n'a pas encore trouvé sa fronde. Et dans la galerie, Trump se frotte les mains. Plus la confrontation dure, plus il peut jouer au défenseur intraitable de l'ouvrier américain devant ses électeurs. Le plus ironique, c'est que cette querelle de tarifs est en train de fracturer une relation vieille de plusieurs générations. Pendant la guerre froide, les deux pays partageaient tout, bases militaires, renseignements, routes commerciales. Aujourd'hui, Washington dit à Ottawa, merci pour les décennies de fidélité, mais à partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Une rupture qui sonne presque comme un divorce où l'un des conjoints réclame soudain la moitié du frigo. Mais derrière la satire, se cache une question sérieuse. Est-ce vraiment une stratégie économique, ou juste un coup politique pour flatter une base électorale? Parce qu'en réalité, taxer un voisin proche, c'est comme imposer un droit d'entrée à son propre réfrigérateur. On peut le faire, mais ça devient vite absurde. Trump, lui, n'a aucun scrupule à transformer l'absurde en doctrine. Il a compris que dans le théâtre politique américain, l'important n'est pas toujours la cohérence, mais le spectacle. Et tant pis si l'économie trinque. Dans son monde, la victoire ne se mesure pas en chiffres de croissance, mais en titres de journaux. Alors oui, le Canada a sorti ses propres armes, et oui, Ottawa tente d'apparaître ferme. Mais soyons clairs, quand vous pesez 10 fois moins que votre voisin et que vous dépendez de son marché pour vos exportations, chaque hausse tarifaire ressemble à un coup de massue. Et c'est exactement ce que Trump veut montrer, que personne, pas même l'ami du Nord, n'échappe à la discipline America First. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Car ce n'est pas seulement un bras de fer économique, c'est une démonstration de force politique.
Trump ne veut pas seulement des taxes, il veut des images, des gros titres. Et surtout, un récit, celui d'un président qui reprend le contrôle, même si ce contrôle coûte cher à ses propres électeurs. La question maintenant, jusqu'où ira cette logique? Si le Canada réoriente ses flux énergétiques vers l'Asie, si les prix flambent dans les supermarchés américains, si les petites entreprises du Midwest voient leurs coûts exploser, qui paiera réellement la facture? L'ouvrier américain censé être protégé, ou l'électorat que Trump tente de séduire? Voilà où nous en sommes. Un président qui transforme un traité commercial en ring politique, un Canada qui cherche à sauver la face, et une Amérique qui risque de payer plus cher son essence, ses voitures et même sa canette de soda. Et ce n'est que le début. Car ce bras de fer ne s'arrête pas à la porte des usines ou des stations-service. Il s'invite désormais dans les salons, les cuisines, et bientôt dans les urnes. Alors accrochez-vous, car si la partie 1 ressemble déjà à un feuilleton dramatique, ce qui vient ensuite promet d'être encore plus explosif. Partie 2, le basculement énergétique. Kitimat met le cap sur l'Asie. Le Canada a toujours eu une relation particulière avec ses ressources naturelles. C'est un peu comme cet ami discret qui fournit toujours la bière et le bois de chauffage à vos soirées, sans jamais se plaindre. Mais voilà, un jour, cet ami décide d'arrêter de livrer à domicile et de vendre directement à vos voisins. Et soudain, la fête prend une toute autre tournure. Bienvenue à Kitimat, Colombie-Britannique, un port au bout du monde devenu la nouvelle vitrine énergétique du Canada. Ici, plus de 50 000 travailleurs ont sué sang et eau sur un chantier titanesque de 40 milliards de dollars canadiens. Et le résultat? Le premier terminal de gaz naturel liquéfié du pays, capable d'expédier des millions de tonnes de GNL directement vers l'Asie. C'est une révolution silencieuse, mais aux conséquences bruyantes. Pendant des décennies, le gaz canadien coulait tranquillement dans des pipelines vers le sud, direction les États-Unis. Une routine confortable, comme un abonnement Netflix payé automatiquement chaque mois. Mais Washington a décidé de couper l'abonnement, ou du moins d'y ajouter des frais premium. Les tarifs douaniers américains ont fait grimper le coût de ce gaz, transformant ce qui était un partenariat naturel en cauchemar bureaucratique. Alors Ottawa a sorti une carte inattendue. Si les Américains ne veulent plus du gaz canadien sans surtaxe, eh bien, d'autres le prendront. Et pas n'importe qui. Le Japon, la Corée du Sud, la Chine. Bref, l'Asie, cet immense marché qui dévore de l'énergie à un rythme qui ferait pâlir un marathonien sous caféine. Kitimat devient donc l'arme secrète canadienne. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce port, un navire met seulement 10 jours pour atteindre Yokohama, contre 20 jours depuis le golfe du Mexique. 10 jours, c'est plus qu'une différence logistique. C'est un argument économique, stratégique, et surtout, politique. Imaginez la scène. Au lieu de supplier Washington pour un accès équitable, le Canada brandit fièrement ses cargos flambant neufs en disant au monde « Voyez, nous ne sommes plus prisonniers d'un seul client. Nous avons des options. » Et ça, mesdames et messieurs, c'est un message qui résonne jusqu'aux murs épais de la Maison-Blanche. Bien sûr, rien n'est simple. Le gaz canadien n'est pas forcément le moins cher à produire. Les conditions climatiques du Nord, les infrastructures encore jeunes, les réglementations environnementales qui coûtent des milliards supplémentaires, tout cela rend chaque cargaison plus chère que celle de ses concurrents. Mais dans ce jeu-là, ce n'est pas seulement le prix qui compte, c'est la rapidité, la sécurité et l'image. Et sur ces 3 points, Kitimat frappe fort. Trump, lui, voit rouge. Car ce projet n'est pas seulement un terminal, c'est un symbole de libération canadienne. Pendant des décennies, les États-Unis ont tenu le rôle de client unique, presque de propriétaire attitré du gaz canadien. Aujourd'hui, Ottawa ose dire « merci ». Mais nous allons voir ailleurs. Une audace qui, dans l'univers de Trump, ressemble à une trahison. Et pourtant, ce basculement était inévitable. Quand vous construisez toute votre économie sur un seul canal, vous finissez par devenir l'otage de celui qui contrôle la porte. C'est exactement ce que dénoncent les experts. La dépendance au marché américain a transformé le Canada en fournisseur docile. Kitimat, au contraire, c'est l'affirmation que cette époque est révolue. Mais attention. L'euphorie des premiers cargos masque une réalité moins glamour. Pour que ce projet soit viable, le Canada doit signer des contrats à long terme avec ses partenaires asiatiques. Sans eux, les coûts astronomiques de construction et d'exploitation risquent d'engloutir les bénéfices. Autrement dit, Kitimat n'est pas encore un pari gagné. C'est un lancer de dés géopolitiques. Pour le moment, les premiers contrats ont été signés, les premiers navires acclamés comme des victoires nationales. Mais derrière les rubans coupés et les discours triomphants, la pression monte, il faut convaincre les marchés asiatiques de miser sur le gaz canadien, et vite. Sinon,
le pays pourrait se retrouver avec une cathédrale énergétique vide. Et c'est là que le parallèle devient savoureux. Pendant que Trump impose des taxes pour protéger l'ouvrier américain, le Canada s'invite dans une partie mondiale où l'ouvrier américain n'a plus le monopole. Kitimat, ce n'est pas seulement une infrastructure, c'est une déclaration d'indépendance. Alors, est-ce une victoire? Une revanche? Ou simplement une fuite en avant pour éviter les taux américains? Quoi qu'il en soit, Kitimat marque un tournant. Le Canada n'est plus seulement l'arrière-cour énergétique des États-Unis, mais un acteur global qui ose défier le voisin du Sud. Et le plus piquant, c'est que cette indépendance, le Canada la doit en partie à la fureur de Trump. En fermant la porte avec ses tarifs, il a poussé Ottawa à ouvrir la fenêtre sur l'Asie. Reste à savoir si ce courant d'air sera rafraîchissant ou glacial. Partie 3, l'impact économique concret, l'effet domino sur les prix, les emplois et les territoires. Vous savez, l'économie, c'est un peu comme un jeu de domino. On pense déplacer une seule pièce, et tout s'effondre sur la table. Trump a posé son premier domino avec ses tarifs douaniers. Résultat, l'effet de chaîne traverse les frontières, les usines, et même votre frigo. Commençons par le portefeuille du citoyen moyen. Aux États-Unis comme au Canada, les prix flambent. La tomate qui coûtait 2,50 $ à Toronto grimpe au-dessus de 4 $. Pas parce que les tomates se sont mises à écouter Beyoncé, mais parce qu'un camion rempli d'acier, d'aluminium et de carburant surtaxé finit toujours par refiler l'addition aux consommateurs. Quand le prix des matières premières augmente, tout augmente. C'est l'effet Trump Tax, une inflation importée qui ne figure pas dans les slogans, mais dans le ticket de caisse. Et ne parlons même pas de l'automobile. À Windsor, autrefois symbole d'une industrie nord-américaine intégrée, une voiture qui coûtait 30 000 $ en vaut désormais près de 38 000. Les concessionnaires se vident, les chaînes de montage ralentissent, et les ouvriers voient leur semaine de travail se transformer en semaine de chômage technique. Bref, les usines paient le prix d'un bras de fer politique qui, à la base, devait protéger l'emploi américain. Ironique, non? Mais l'ironie ne s'arrête pas là. Prenons les petites entreprises, boulangeries, restaurants, ateliers mécaniques. Ces acteurs n'ont pas de lobbyistes à Washington ni d'avocats fiscalistes à Ottawa. Eux, ils reçoivent la facture sans négociation possible. Le blé importé coûte 20% plus cher, l'électricité s'envole dans certaines régions, et la viande destinée à la restauration rapide voit ses prix doubler. Résultat, des fermetures en cascade. Le rêve nord-américain se résume désormais à choisir entre chauffer son commerce ou nourrir sa famille. Et du côté des producteurs agricoles, c'est une hécatombe silencieuse. Les silos de canola débordent, faute de contrats confirmés avec les États-Unis. Des familles qui vivent de la terre depuis des générations doivent envisager de vendre leurs exploitations, parce qu'un trait de plume signé à Washington a rendu leurs produits invendables. Imaginez la scène. Un fermier qui a survécu à 3 sécheresses, 2 crises bancaires et un hiver canadien décide d'abandonner, parce qu'un président américain a voulu marquer un point politique. Même les entreprises de forage, qui espéraient surfer sur l'exportation du gaz, voient leur budget réduit. Des dizaines de plateformes mises à l'arrêt, des projets suspendus. Et pendant que les dirigeants coupent les rubans à Kitimat, les travailleurs de l'Alberta coupent leurs propres espoirs. Le domino continue de tomber. Hausse des coûts industriels, perte de compétitivité, inflation galopante. C'est une spirale qui ne s'arrête pas à la frontière. Parce que le marché nord-américain n'est pas une salle séparée, mais une grande pièce avec 2 portes ouvertes. Quand l'une claque, l'autre tremble. Mais attention, ce n'est pas seulement une question de prix. C'est aussi une question de confiance. Les investisseurs regardent ce chaos et se demandent, peut-on encore miser sur une relation commerciale stable entre les deux pays? Et la réponse, de plus en plus souvent, est non. Le capital fuit l'incertitude comme un chat fuit l'eau. Trump, évidemment, présente tout cela comme une victoire. Dans ses discours, chaque usine fermée au Canada est une usine sauvée en Amérique. Sauf que la réalité ne colle pas. Car les usines américaines, elles aussi, doivent importer de l'acier, de l'aluminium, du gaz. Et quand ces intrants coûtent 25% plus cher, les bénéfices fondent plus vite qu'un cornet de glace en plein mois d'août. Et qui trinque? Toujours le même, l'Américain moyen, celui qu'on promettait de protéger. Plus cher à la pompe, plus cher au supermarché, plus cher chez le concessionnaire. Pendant que les élites politiques se renvoient des pics dans les parlements, le consommateur, lui, vit le bras de fer dans son assiette. Ce paradoxe n'échappe pas aux économistes, qui parlent des « inflations politiques ». Un phénomène rare où les prix ne montent pas à cause d'une catastrophe naturelle ou d'une crise financière, mais parce qu'un gouvernement a décidé,
volontairement, de complexifier l'échange commercial. Autrement dit, c'est une inflation 100% made in Trump. Et au Canada, le moral s'effondre. Les travailleurs de l'Alberta, les agriculteurs de Saskatchewan, les ouvriers de Windsor, tous savent qu'ils sont pris dans un jeu qui les dépasse. Un jeu où leurs emplois, leurs factures et leurs fermes servent de jetons. Alors, que reste-t-il? Une économie tendue, des prix qui explosent, des familles qui serrent la ceinture. Et un président américain qui brandit ses tarifs comme une médaille, persuadé qu'il gagne. Mais la vraie question, c'est, combien de temps ce château de dominos tiendra avant de s'écrouler entièrement? Parce que dans ce jeu, il n'y a pas que des pièces en plastique. Il y a des vies, des carrières et des communautés entières. Et devinez quoi? La prochaine pièce est déjà en train de vaciller. Partie 4, la bataille politique et diplomatique. Quand Trump transforme la diplomatie en télé-réalité. Ah, la diplomatie. Normalement, c'est une danse élégante, pleine de nuances, de sourires figés et de poignées de main trop longues. Mais quand Trump s'en empare, oubliez la valse. On passe directement à un combat de catch en prime time, avec les projecteurs braqués sur lui, et le Canada en figurant involontaire malgré lui. D'un côté, vous avez Justin Trudeau, costume impeccable, discours calibré, cette image du « bon élève » de la classe internationale. De l'autre, Donald Trump, la cravate trop longue, les tweets plus rapides qu'un service de Serena Williams, et un mépris affiché pour tout ce qui ressemble à un compromis. Deux styles, deux mondes, mais une seule arène, le commerce nord-américain. Et dans cette arène, Trump joue au bulldozer. Là où Trudeau parle de partenariat, de respect mutuel et de stabilité, Trump balance des menaces comme un animateur de télé-réalité qui annonce l'élimination d'un candidat. Vous êtes viré, version géopolitique. Mais ce n'est pas seulement un choc de personnalité, c'est une bataille de stratégie. Trudeau essaie de garder le Canada dans son rôle d'allié fiable, ce voisin poli qui amène toujours le dessert au dîner de famille. Mais Trump, lui, ne veut plus de dîner de famille. Il veut un duel, avec une caméra braquée sur lui et une foule qui crie son nom. Chaque rencontre entre les deux devient une pièce de théâtre. Souvenez-vous des sommets du G7. D'un côté, Trudeau qui s'efforce de sauver les apparences, de l'autre, Trump qui claque la porte, signe à moitié les communiqués, puis les renie aussitôt de retour dans son avion. Résultat, le Canada se retrouve à expliquer au monde que, non, ce n'est pas un sketch de Saturday Night Live, c'est la réalité des relations diplomatiques actuelles. Et cette tension diplomatique ne s'arrête pas au sommet. Elle descend jusque dans les parlements. À Ottawa, on accuse Trump de trahison économique, de mépris pour les règles internationales. À Washington, on accuse Trudeau de naïveté et de profiter de l'Amérique depuis trop longtemps. Les débats ressemblent plus à un ring de boxe qu'à des institutions censées inspirer confiance. Mais la diplomatie, ce n'est pas qu'une question de discours. C'est aussi une question d'image. Et sur ce terrain, Trump écrase tout. Il s'est transformé chaque conférence de presse en show télévisé, chaque tweet en coup de projecteur. Trudeau, malgré ses talents d'orateur, n'arrive pas à rivaliser avec cette machine médiatique. Le public retient les punchlines de Trump, pas les plaidoyers de Trudeau. Et dans ce jeu de perception, le Canada perd la bataille. Ajoutons à cela le poids symbolique. Trump aime rappeler que les États-Unis sont la première puissance mondiale et que leurs voisins doivent s'y plier. Ce n'est plus une relation entre égaux, c'est une relation maître-serviteur, servie avec un sourire carnassier. Et le pire, c'est que ce discours trouve un écho chez une partie de la population américaine qui se sent flattée par cette posture de domination. Mais attention, la diplomatie, c'est aussi un jeu à long terme. Et sur ce terrain, Trump prend des risques. Car chaque humiliation publique infligée au Canada crée du ressentiment, alimente un discours d'indépendance économique et pousse Ottawa à chercher d'autres partenaires. Ce que Trump présente comme une démonstration de force pourrait, en réalité, fragiliser l'influence américaine sur le continent. Et pourtant, au milieu de tout ça, il faut reconnaître une chose, Trump capte l'attention. Là où Trudeau incarne la stabilité, Trump incarne le chaos. Et dans une époque saturée d'images et de réseaux sociaux, le chaos fait plus d'audience que la stabilité. C'est une diplomatie transformée en télé-réalité, où les alliés deviennent des adversaires et où les règles sont réécrites chaque matin au gré de l'humeur présidentielle. Résultat, la relation canado-américaine, autrefois considérée comme l'une des plus solides au monde, ressemble aujourd'hui à un mariage où l'un des conjoints menace de quitter la maison tous les soirs, mais revient quand même parce qu'il a besoin des clés de la voiture. Le Canada se retrouve donc dans une position paradoxale, obligé de continuer à travailler avec son voisin colérique, tout en essayant de préserver sa dignité. Une mission quasi impossible, surtout quand chaque rencontre est filmée,
tweetée et disséquée dans les médias. Alors, quelle leçon tirer de cette bataille politique et diplomatique? Qu'au-delà des accords et des tarifs, ce sont les égos qui mènent la danse. Et quand l'ego d'un président américain devient plus gros que l'économie elle-même, c'est tout un continent qui en subit les secousses. Et ce n'est que le début, car derrière cette guerre de personnalité se profile un enjeu encore plus vaste, celui de l'avenir du leadership mondial. Alors, que retenir de ce spectacle à ciel ouvert? Que Trump, fidèle à lui-même, a transformé une visite d'État en épisode de télé-réalité, où chaque geste est exagéré, chaque mot est une provocation, et chaque réaction est amplifiée. Mais derrière le show, il y a une vérité dérangeante. La fracture entre l'Amérique de Trump et ses alliés traditionnels ne cesse de s'élargir. Ce voyage, loin d'être une simple visite, est devenu un symbole, celui d'une diplomatie cassée, d'une relation transatlantique secouée, et d'un président qui croit gagner en popularité en accumulant les humiliations. La question est simple. Combien de temps ce jeu pourra-t-il durer avant que les dégâts ne deviennent irréversibles? Si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez compris que ce que nous venons de voir dépasse largement l'anecdote. Ce n'est pas juste une visite ratée, c'est le reflet d'un monde qui bascule. Alors si vous voulez continuer à décrypter ce chaos mondial avec un regard satirique mais lucide, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo autour de vous. Parce qu'au fond, comprendre cette pièce de théâtre politique, c'est déjà un premier pas pour ne pas en devenir les figurants.